Un jour de décembre 2005, un conteneur est bloqué par la douane dans le port industriel de Nagoya, au Japon. En même temps que 200 policiers effectuent des dizaines de perquisitions dans tout le pays. Dans le conteneur, plusieurs hélicoptères autonomes, comme celui-ci, produit par Yamaha, qui devait être livré à une entreprise chinoise. Quelques jours après, le Japon interdira purement et simplement d'exporter à la Chine des véhicules volants sans pilote embarqué pour toutes les entreprises nippones. Pourquoi ont-ils fait ça? On y reviendra un peu plus tard. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'encore aujourd'hui, cet événement est méconnu et sans importance pour à peu près tout le monde sur Terre. Je doute même que la personne dont on va parler dans cette vidéo, Tao Wang, alors âgé de 25 ans, en soit au courant lorsqu'il crée quelques mois plus tard dans le dortoir de son université, une entreprise qui va faire basculer le monde dans une nouvelle ère. Ouais, carrément. De Hong Kong à Washington, de Dubaï à l'Ukraine, d'une chambre d'université à l'une des technologies les plus convoitées au monde et après des mois d'enquête, laissez-moi vous raconter l'histoire de Tao Wang. Tao Wang, vous ne le connaissez pas, et je ne le connaissais pas non plus il y a encore quelques mois. Et en fait, en dehors de la Chine, très peu de gens le connaissent, même sous son nom occidental, Frank Wang. Pourtant, c'est l'un des entrepreneurs chinois les plus jeunes, les plus riches et les plus puissants du monde. Et surtout, pas une journée ne se passe sans que nous voyions parfois, sans le savoir, le fruit de son travail. Mais avant de parler de son travail, qui est Tao Wang? Tao Wang est né en 1980 dans la ville chinoise de Hangzhou, d'un père ingénieur et d'une mère professeure. Mais l'histoire dont on va parler aujourd'hui commence en 1990. Tao Wang a 10 ans et s'est vu offrir par ses parents plusieurs tomes d'une BD très populaire en Chine qui s'appelle « Grand-père, utilise ton cerveau » et qui raconte les aventures d'un papy qui apprend la science à ses deux petits-enfants. Dans le tome numéro 8, l'histoire se passe dans un hélicoptère. Et ça va devenir le rêve de Tao, construire et piloter des hélicoptères. Des années plus tard, alors que Tao est au lycée et qu'il a des notes vraiment pas ouf, son père lui propose un deal. Tu te bouges le cul, tu me ramènes de bien meilleures notes, et je t'offre un hélicoptère radio-télécommandé. On est alors en 1995, et un truc comme ça coûte super cher. Donc Tao, il est ultra déter, il se donne à fond, et à la fin de l'année, il est parmi les premiers de sa classe, et son père respecte sa promesse, et lui offre un hélicoptère. Seul problème, à l'époque, piloter un hélicoptère comme celui-là, ça se fait pas en quelques minutes, ça demande beaucoup de pratique, et donc Tao, il crache son hélicoptère après quelques minutes de vol. Faut savoir qu'à l'époque, c'était des commandes uniquement manuelles, donc t'avais la grande hélice, la petite hélice, et zou, tu te débrouilles. Et qu'en plus, pour le réparer, c'est direction Hong Kong, à 1300 km d'où il habite. Du coup, Tao, il s'arrête pas là, et appelle un des ateliers de Hong Kong. Et il va faire un petit diagnostic à distance pour identifier qu'est-ce qu'il peut réparer, et qu'est-ce qui est flingué. Après quoi, il va aller voir son père, et lui dire, est-ce que tu peux me racheter juste les pièces qui sont flinguées, et après, moi, je me débrouille pour réparer le reste. Son père il est ok pour lâcher un petit billet, il fait un chèque, et des mois plus tard, il reçoit les fameuses pièces. Il faut de l'essence, il y a de l'huile, des pièces mécaniques, c'est vraiment costaud pour un gamin de 15 ans de réparer un truc pareil. Mais Tao se laisse pas abattre, il a le manuel qui était fourni avec l'hélicoptère, qui explique beaucoup de choses déjà, et à partir de ce seul manuel, il arrive à le refaire décoller. Mais le problème reste le même, c'est que Tao il sait pas piloter ça quoi. Et ça va créer une obsession chez Tao, qui va durer 10 ans. Celle de rendre les commandes de ce genre d'appareil beaucoup plus simples. Pas juste l'ergonomie, rendre la télécommande plus agréable en main, non, juste il veut que ce soit aussi simple que de jouer à un jeu vidéo. C'est tout ce qu'il demande. Et cette obsession, elle va se matérialiser dans son esprit par un appareil volant qu'il imagine comme petit, tenant dans la poche, qui suivrait ses ordres, qui filmerait, qui l'accompagnerait partout, et il va lui donner un nom, la Fée. Bref, Tao, il a désormais un projet, un but, et ça va le motiver pour avoir de bien meilleures notes. Si bien que quelques années plus tard, il rentre à l'université de Shanghai, où il va bouffer une énorme dose de théorie et très peu de pratique. Alors il quitte son université et postule auprès des plus grandes écoles américaines comme le MIT ou Stanford. Sauf que Tao, il est chaud, mais frère, MIT, Stanford, gros, c'est costaud, quoi. Donc il est refusé, et il se retrouve un peu comme un con, alors il candidate à l'université des sciences et de la technologie de Hong Kong, et eux, ils veulent bien de lui. Une fois admis à l'école, il demande une bourse pour développer cette fameuse Fée, ce fameux hélicoptère volant beaucoup plus simple et beaucoup mieux. L'école est ok, faut qu'il forme un groupe, donc il va recruter 2 camarades, et ils vont avoir comme budget l'équivalent de 2000 €. Ils vont passer 6 mois à travailler ensemble sur l'hélicoptère, mais assez vite les 2 camarades partiront, jugeant Tao trop autoritaire et obsessionnel. Tao finira donc le projet seul, travaillant dans son coin pendant des mois, et à la fin de l'année, il présente l'appareil à ses profs, c'est son projet de fin de premier cycle, sur lequel il est très fortement noté.
Il rappelle au passage aux examinateurs l'ambition de son projet, créer l'hélicoptère de toutes pièces, mais également et surtout automatiser une partie du pilotage pour que lorsqu'il lâche les commandes, l'hélico reste stable. L'hélicoptère décolle sans problème, monte dans les airs de manière très stable. Et là, Tao regarde ses professeurs et lâche les commandes. Tao, il est refait, putain, ça fait 1 an qu'il bosse là-dessus et ça marche. Mais l'hélicoptère s'arrête brusquement de fonctionner et tombe comme une pierre pour s'écraser à quelques mètres de Tao et des juges. Son truc, il a fonctionné, mais quelques secondes. Donc évidemment, les professeurs, ils sont pas super ambiancés par l'histoire. Ils lui mettent un C comme note, ce qui est pas ouf. Et surtout, ce qui lui ferme définitivement Stanford, la MIT, tout ça. On a tous un moment de notre vie auquel on pourrait se raccrocher pour imaginer ce que Tao a ressenti à ce moment-là. Moi, j'en ai quelques-uns. L'échec, quoi, finalement. Mais comme très souvent dans la vie, quand il y a un gros échec, il y a un petit rayon de lumière. Un professeur d'un autre département de l'école, qui avait regardé de loin l'examen, un certain Li Zhijiang, vient lui parler. En gros, il lui dit « Moi, je trouve que ce que t'as fait en matière de commandes, de signal radio, tout seul, d'algorithmes, tout ça, c'est quand même hyper impressionnant, même s'il s'est craché. » Li, c'est pas n'importe qui. Avant d'être un professeur, c'est un entrepreneur et il est très respecté dans le monde de la robotique et de l'informatique. Il a même fait fortune en 99 avec son entreprise Google Technologies, spécialisée dans la robotique. Du coup, ils vont parler plusieurs heures et à la fin de la discussion, il va lui donner plusieurs conseils. 1. Continue dans cette voie, ne lâche rien, c'est vraiment une super idée, c'est très porteur. 2. Cherche à toucher l'international, ne te limite pas à la Chine, essaye de t'étendre de manière mondiale. Et 3. Installe-toi dans les quartiers de Shenzhen, tu seras voisin des usines qui produisent les pièces dont tu as besoin. Mais avant ça, inscris-toi à mes cours. Bien évidemment, Tao va, dès le lendemain, s'inscrire au cours de son nouveau mentor. Et parallèlement, il va éplucher les petites annonces pour trouver un local à Shenzhen. Shenzhen étant une grande ville entre la Chine continentale et Hong Kong, qui produit énormément de pièces pour le modélisme, pour l'informatique, pour la high-tech, pour la photographie. C'est l'une des villes usines high-tech les plus importantes au monde, déjà à l'époque. En fait, au final, un bureau, il en trouvera un par son oncle, petit, sombre et miteux, mais il n'a pas de loyer à payer, et ça, c'est quand même très cool. Bref, nous sommes le 6 novembre 2006, Tao vient d'avoir les clés de son petit local, il a déjà rempli les papiers dans le dortoir de son université, les documents sont déjà signés, le nom de l'entreprise est déjà trouvé. Dajiang Innovation, c'est un mélange de mandarin qui pourrait se traduire par au-delà des frontières et du mot anglais innovation. Dajiang Innovation, plus souvent appelé DJI, ou G en bon français. Il est temps pour Tao de recruter. Du coup, parallèlement à ses cours, Tao il va chercher dans toute la Chine. Il identifie des profils jeunes dans des grandes entreprises, dans des grandes écoles, et il tente. Il a pas beaucoup d'argent à offrir, mais mise sur le caractère innovant de son projet. En fait, il a un vrai argument, un seul, il est arrivé 3e à la Robocon Asia Pacific Robotic Contest, une compétition vraiment importante en Asie, et encore plus dans le milieu des geeks. J'ai pas tout compris aux règles, donc si quelqu'un se sent d'expliquer en commentaire, franchement vas-y, fonce. Mais en attendant, voici un extrait de l'édition de 2006 où l'équipe chinoise l'emportera face aux Thaïlandais. Et parmi cette bouillie de pixels, il y a Tao Wang en orange qui participe à cette victoire. Bref, grâce à ça, il va réussir à recruter 3 gars de son âge. Tous les 4 vont travailler intensivement pendant 2 ans, permettant à DJI d'avoir une base technique de plus en plus vaste et solide. Mais l'un des problèmes, c'est que pour Tao, DJI, c'est toute sa vie, ce qui n'est pas forcément le cas de ses 3 collègues. Et par exemple, Tao, il est d'une exigence sur chaque détail qui est extrême, et il réveille souvent ses partenaires au milieu de la nuit par téléphone pour échanger sur des sujets techniques. Et puis deuxième problème, c'est que pendant ces 2 ans, ils ont dû dépenser pas mal d'argent dans des pièces, dans des prototypes, dans du matériel, et parallèlement, l'entreprise ne fait pas du tout rentrer assez d'argent. La bourse universitaire de Tao y passe, l'argent de la famille de Tao y passe, et les employés, peu à peu, commencent à douter, se sentant ni bien payés, ni bien respectés. Fin 2008, Tao, il a fini les cours avec Li depuis quelques mois déjà, il est à plein temps sur DJI, et Lu Yuju s'en va. Il part chez un autre constructeur d'engins autonomes, bien plus rentable et établi que DJI, puis vient le tour de ses 2 autres associés, quelques mois plus tard, pour les mêmes raisons. 1. Ton entreprise n'est pas rentable, 2. T'es un psychopathe, et 3. Tu vas bientôt fermer. Ils en profiteront d'ailleurs pour faire fuiter une bonne partie de ce qu'il y a sur les disques durs de DJI, et donc une partie du travail de Tao va se retrouver dans les mains de sa concurrence. Nouveau coup dur donc pour Tao, qui se retrouve à nouveau seul, et qui risque de fermer son entreprise s'il ne trouve pas bientôt d'argent. Mais avant ça, il va retourner voir son mentor, qu'il n'a pas vu depuis quelques mois, Li, à sa pause déjeuner pendant ses cours, et ils vont longuement parler. Tao présentant les progrès qu'il a fait sur le plan technique, mais aussi les difficultés qu'il traverse avec DJI. Après quoi, Tao va accompagner Li devant sa salle de classe, et avant que le cours commence, va lui dire « DJI va mourir, j'ai besoin de 100 000 $.
Ça s'appelle du culot. Tao attendra la réponse de son mentor pendant 2 heures devant la salle de classe, et une fois le cours terminé, Lee viendra à lui pour lui dire « Écoute, je vais injecter 100 000 $ dans DJI à 2 conditions. Je veux faire partie de DJI, je te laisserai les mains libres sur toute la technique, mais je veux avoir des parts ainsi qu'un mot à dire sur la stratégie de l'entreprise. Et 2, je veux que nous allions au Tibet ensemble pour faire le premier vol autonome au-dessus de l'Everest avec ton prototype. » Alors, ils ont pas volé au-dessus de l'Everest. Autant vous le dire tout de suite, et je pense même qu'ils en étaient loin, mais ils ont volé. Et surtout, ils ont filmé. Voilà donc les premières images tournées par un produit DJI. Je sais, c'est pas parfait. Clairement, avec la vision qu'on a en 2024, c'est pas dingue, mais en 2009, c'est ouf. Lee et Tao prendront une photo ce jour-là, sans savoir quel allait être le point de départ d'une des plus foudroyantes réussites technologiques et entrepreneuriales de toute l'histoire de l'humanité. Et je vous promets que je n'exagère rien. Bref, quelques mois plus tard, nous sommes en 2010, la nouvelle décennie commence, et elle commence très bien pour Tao. Le compte en banque de DJI est rempli, puisque il y a eu un petit virement de 100 000 balles, et puis il a son mentor comme associé, ce qui était sans doute la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Parce que pendant que Tao cherche à perfectionner son prototype, teste, les algorithmes de pilotage, les commandes, etc., Lee, lui, de son côté, cherche de bons profils dans ses élèves pour les faire rentrer chez DJI. Les deux, ils se donnent à fond pendant des mois, et le 28 avril 2010 est commercialisé le tout premier produit DJI de manière officielle. C'est pas un hélicoptère, c'est un module de commande. Un produit que t'insères dans ton hélicoptère et qui va te permettre d'avoir cette stabilité, cette facilité de pilotage qui va faire la marque de fabrique de DJI. Et il va vite faire l'effet d'une bombe dans le modélisme et la prise de vue aérienne sans pilote embarqué. Ça y est, DJI fait rentrer de l'argent et ça ne va plus jamais s'arrêter. L'occasion pour DJI de changer de locaux, donc voici une visite avec un appareil volant. L'occasion également, d'après Lee, de recruter quelqu'un au marketing. Tao se tourne alors vers un copain d'enfance, Swift Kae, à qui il va présenter le projet et qui va immédiatement dire oui. Quelques semaines seulement après être rentré dans l'entreprise, Swift va vendre son appartement pour acheter 14% de parts de DJI. Un très très bon move, puisque ça le rendra milliardaire quelques années plus tard. Parallèlement, Tao il se rend compte qu'il arrive un peu au bout du format hélicoptère et que pour aller plus loin, il va falloir passer au multirotor, c'est-à-dire plusieurs hélices de même taille dans le même axe. Et il va partir à 200% dans cette direction, avec plusieurs gabarits et surtout un paquet d'innovations qui lui sont maintenant permises. Le Waypoint, qui permet de piloter l'appareil par coordonnées GPS, le mode ATI, qui permet de rester stable, même en intérieur, l'amélioration encore et toujours de la stabilité, même avec du vent ou avec un poids déséquilibré, le Return to Home qui permet à l'appareil de retourner à son point de décollage de manière autonome en cas de perte de signal, l'atterrissage automatique d'urgence lorsque la batterie est vide, et même le décollage façon boomerang qu'on dirait que Tao victimise son drone. Bref, DJI est en train d'inventer le drone tel qu'on le connaît aujourd'hui. Entre 2010 et 2011, DJI déposera 50 brevets. Vous trouvez ça beaucoup, moi aussi, mais voilà un court aperçu des années suivantes. C'est en 2012 que sortent les premiers vrais drones de DJI, le S800 et le F330. Alors ce sont deux drones différents, ils ont pas la même gueule, ils font pas le même poids, ils ont pas le même prix, mais les deux se destinent à avoir une caméra dessus. Et ça va créer une nouvelle branche, une nouvelle possibilité de prise de vue. Il existait déjà des entreprises qui mettaient des caméras embarquées sur des petits hélicoptères radiocommandés. Mais c'était pas du tout la même ambiance. C'était très lourd, c'était un gros dispo, l'appareil il pesait 60-70 kg, à piloter c'était très technique et ça demandait beaucoup de savoir. DJI arrive donc là avec un produit plus simple, plus léger, qui fonctionne sur batterie et qui est facile à l'emploi, stable et pas si cher que ça. Du coup, Tao il prend ses meilleurs billets d'avion et il écume les salons de l'innovation aux États-Unis, là où il commence à y avoir une petite attention autour des drones pour y présenter les siens. Sauf qu'il n'y a pas que DJI, il y a d'autres marques, notamment une marque française qui s'appelle Parrot. Parrot, c'est une entreprise française qui s'oriente depuis sa création en 1994 sur les technologies innovantes et qui se dédie au balbutiant secteur du drone à partir de 2008-2009. En 2010, ils sortent le Parrot AR Drone qui se pilote depuis son smartphone et qui va pour ainsi dire créer le secteur du drone marrant et simple à utiliser. J'en parle pas seulement parce que c'est une entreprise française que j'ai longtemps admirée par sa capacité à être en avance sur son temps, mais aussi parce qu'à ce moment-là de l'histoire, Parrot est l'une des rares entreprises au monde à avoir saisi l'immense marché du drone qui allait naître dans les années à venir. Par ailleurs, fun fact, l'un des papas de Parrot s'appelle Henri Seydoux et c'est aussi le papa de Léa Seydoux. Bref, en présentant ses produits lors du salon, Tao fait la connaissance de Colin Ginn, un mec à la fois starlet de télé-réalité et photographe de maison de luxe. A priori, le courant passe bien, au point que Tao Wang lui confie quelques mois plus tard le marché américain au nom de l'entreprise, ce qui est
Assez ouf quand tu vois combien Tao peut être possessif avec son entreprise. Et s'il lui confie cette tâche, c'est parce que DJI arrive avec un nouveau produit qui ne se destine non plus à des professionnels, mais à tout le monde. Le Phantom. Un drone plus petit que les précédents, plus léger, plus solide, beaucoup plus simple à mettre en place, et qui peut se piloter plus facilement pour seulement 700 $. Le Phantom, c'est l'aboutissement de 7 ans de boulot. Tao sait qu'il peut frapper un grand coup aux États-Unis, il a choisi Colin pour gérer l'antenne DJI Amérique du Nord, lui donnant 48% de part de cette nouvelle branche. Hi, Colin Gwynn here with DJI. Et Colin fait un super bon boulot. Il s'investit à fond, il fait des présentations, des interviews. We figured, hey, let's make an all-in-one solution that allows people for a low cost to be able to get up in the air, take some photos, take some video, and try out aerial photography to see if they like it. Et il crée une vraie hype. Et vu que son contenu est en anglais, ça se limite pas aux States, ça se répand dans le monde entier. Résultat des comptes, le Phantom se vend très très bien. Et pourtant, curieusement, les choses ne se passent pas tout à fait comme on pourrait l'imaginer entre DJI et Colin Gwynn. Suite à des désaccords, Tao et son équipe veulent racheter les parts de Colin dans DJI North American en échange de parts plus dérisoires dans DJI Maison Mère. Et quand je dis dérisoire, je parle de 0,3%. C'est pas épais. Ce que je vous dis là, c'est selon Colin, parce que c'est d'ailleurs le seul son de cloche qu'on ait. Colin, là-dessus, clairement, il est pas chaud, il explique qu'il y est pour beaucoup dans ce succès, avec tout ce qu'il a fait, tout ce que vous savez. Il a pas du tout l'intention de vendre ses parts dans l'entreprise pour que dalle. Un bras de fer entre Tao et Colin qui se serait soldé par un licenciement de toute la branche North America, Colin compris, la veille du nouvel an 2014. Si cette histoire est vraie, alors elle est révélatrice de deux choses sur DJI et Tao Wang. Déjà, une gestion des ressources humaines pas franchement humaine, et puis une opacité totale sur à peu près tout, puisque en fait cette histoire, on n'en sait pas grand chose. Et c'est pas tout à fait terminé, puisque quelques semaines après, le Colin va porter plainte pour licenciement abusif, et l'affaire va se clore à l'amiable avec un chèque de plusieurs millions de $. L'année 2014 sera une année charnière pour le monde du drone. Le marché est en pleine explosion, les ventes ont été multipliées par 5 entre 2013 et 2014, ce qui est énorme, mais aussi beaucoup d'investisseurs veulent rattraper leur retard et l'argent coule à flot sur le secteur. Parmi les marques de drones qui en bénéficient le plus, 3DR Robotics, une marque de drone américaine qui a levé beaucoup d'argent et qui compte bien rivaliser face à DJI et Parrot. Et devinez quoi, qui est-ce qui les a rejoints il y a très peu de temps? Colin. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs à cette période que DJI aurait été en discussion avec GoPro, une collaboration qui n'aboutira pas et dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est que ça ne se finira pas bien, Tao s'exprimant par la suite pour dire qu'en gros GoPro ne les aurait pas suffisamment respectés. L'année suivante, en 2014, Tao ne chôme pas et présente l'Inspire, dédié aux professionnels de la prise de vue aérienne. Alors je vais pas m'attarder sur tous les modèles de drones, et d'ailleurs je suis pas le plus légitime pour parler vraiment des spécificités de chacun, mais il faut parler un petit peu de l'Inspire. L'Inspire, c'est un drone qui a tout niqué les années suivantes dans le milieu haut de gamme des productions audiovisuelles, que ce soit du clip, de la fiction, de la publicité ou même du documentaire, en proposant un drone tout en un, avec une caméra de bonne qualité intégrée. C'est un modèle iconique du travail de DJI. C'est aussi en 2014 que sort le Ronin. Le Ronin, c'est une nacelle gyrostabilisée, ou gimbal, qui est en gros une nacelle sur laquelle vous posez votre caméra, et il y a 3 axes qui vont pivoter pour compenser les vibrations et les mouvements que vous pouvez avoir lorsque vous filmez. Alors c'est important de le préciser, DJI n'est pas précurseur sur cet outil, puisque Freefly, une entreprise américaine, avait sorti l'année d'avant le Movie, mais la différence c'est que le Ronin coûte beaucoup moins cher. Même si c'est pas tout à fait la même chose, ça vient concurrencer le Steadicam. Sauf que le Steadicam, ça demandait beaucoup de connaissances, beaucoup de maîtrise, là où les nacelles gyrostabilisées permettent vraiment, assez simplement, de faire des très très beaux plans. Là encore, DJI va devenir un énorme acteur des stabilisateurs, notamment en simplifiant le processus, créant des gimbals plus petits, plus puissants, plus maniables et plus simples que la concurrence. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de trouver une production qui n'utilise pas un stabilisateur, et bien souvent, ce sont des stabilisateurs de la marque DJI. Bref, janvier 2015, Tao Wang est content. Les ventes continuent d'augmenter chaque jour. Dans quelques mois, il présentera son nouveau modèle et Wang Feng, une rockstar chinoise, va faire sa demande en mariage à la très célèbre actrice Zhang Ziyi avec un Phantom 2 qui amènera la bague.
Une belle année qui commence pour Tao, jusqu'à qu'il soit réveillé le 26 janvier au matin par l'appel d'un de ses associés qui lui dit d'allumer la télé et de se brancher sur l'une des chaînes d'information américaines. Minutes ago, CBS News confirmed the Secret Service found a small drone on the ground. The drone found at the White House. The White House is once again raising major concerns about security. Ended up being a small drone. It was a quadcopter about 2 feet in diameter, flying at a low altitude before it went down. Now the leading manufacturer of private drones, SJI, out of Hong Kong. Un drone fantôme de la marque DJI, donc, a été retrouvé par terre, dans le jardin de la Maison Blanche, pourtant l'un des bâtiments les plus surveillés au monde. Alors l'enquête ira vite, c'est un employé de la Maison Blanche qui, le dimanche soir, après avoir un peu picolé, a fait décoller son drone depuis son appartement pour faire un tour au-dessus de la Maison Blanche et il l'a craché. Sauf que, qui est-ce qui est tombé dessus d'abord? Les services secrets. L'occasion pour les Américains, et même pour une partie du monde, de découvrir ce nom. DJI. Alors l'administration américaine demande des comptes à l'entreprise, et face à la pression ambiante, Tao finit par prendre la parole. Il s'exprime alors pour la première fois dans la presse occidentale, avec beaucoup d'assurance. Je ne pense pas que ce soit grave. C'est un truc bénin. S'il peut se permettre d'être aussi arrogant, c'est parce qu'il a déjà la solution. Et cette solution, il a d'ailleurs commencé à la mettre en place en Chine. Elle s'appelle le géofencing. En gros, DJI indique à tous les drones de la marque, via des coordonnées GPS, des zones dans le monde où le vol sera limité, voire impossible. Dans ces cas-là, d'ailleurs, on parle d'une no-fly zone, une zone où tu ne peux strictement pas voler. À terme, DJI va donc mettre des no-fly zones sur tous les lieux sensibles dans le monde, comme les centrales nucléaires, les prisons, les hauts lieux de pouvoir, les aéroports et plein d'autres trucs. Et donc ce qui fait qu'une semaine plus tard, tigidi, et paf, plus personne peut accéder à la Maison Blanche avec un drone DJI. Cet événement mettra un coup de projecteur sur les drones qui sera à double effet. C'est un coup de com' incroyable sur les drones et en particulier ceux de DJI, comme par exemple quand Obama exprimera ses inquiétudes vis-à-vis de cette technologie. The drone that landed in the White House you buy at Radio Shack. 2, c'est un peu aussi la première prise de conscience collective de ce qu'on peut faire avec un drone et surtout du flou juridique total sur la question. Mais pour Tao, l'année 2015 ne va pas se limiter à ça, bien au contraire. Déjà Tao, ça y est, il est milliardaire le poteau, il fait même la couverture de Forbes Asia avec le titre « Le milliardaire des drones ». Et puis également, il est désormais membre du PCC, du Parti communiste chinois. Alors on n'a pas le temps d'aller dans le détail, puis c'est pas le but de la vidéo sur le PCC, mais si vous connaissez pas trop, en gros c'est le seul réel parti politique en Chine, c'est un parti extrêmement puissant, mais en fait même le mot parti est pas tout à fait le bon pour parler du PCC avec notre vision à nous, c'est un écosystème politique omniprésent en Chine et avec lequel tu dois traiter quotidiennement quand tu es citoyen, mais encore plus quand tu es patron d'entreprise. Alors tout le monde n'est pas membre du PCC, en gros c'est environ 8% de la population, et être membre du PCC quand tu es patron d'entreprise en Chine, c'est souvent un signe que tu collabores et travailles avec le parti, que tu as un certain pouvoir dans la société et que tu es plutôt favorable à la politique du parti. Bref, Tao en 2015, il est donc milliardaire, membre du PCC et sur le point de présenter son tout dernier drone. Vous vous souvenez de la rivalité avec Parrot et 3DR Robotics? Eh bien, jamais, au grand jamais, elle ne s'exprimera autant qu'à ce moment. Car Parrot présente son Parrot Bebop, 3DR Robotics sort son 3DR Solo, et DJI sort son Phantom 3 à quelques mois seulement d'intervalle. Résultat des comptes, fin 2016, 3DR aurait vendu 25 000 3DR Solo, Parrot aurait vendu 90 000 Bebop, et DJI aurait vendu 500 000 Phantom 3. Quasi 5 fois plus que Parrot et 3DR réunis. Tao Wang a gagné. Bon, juste pour l'anecdote, arrivera avec un petit peu de retard un nouvel acteur dans le monde du drone, GoPro, avec son GoPro Karma, qui bien que plutôt ingénieux, ne se vendra pas plus que le 3DR Solo. Ça sera d'ailleurs le premier et dernier drone de la marque GoPro. Bref, nous sommes en début 2016, DJI domine 70% du marché mondial, fait 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2016, un chiffre qui va être multiplié par 2 en 2017, et a désormais 14 000 employés dans le monde entier. Il ne manque qu'une seule chose à Tao, qu'une seule chose, c'est d'être abonné à cette chaîne. Bah oui. Qu'est-ce qui t'attend, Tao? Dépêche-toi. Et comme pour enfoncer le clou, au moment où tous ces chiffres de vente commencent à tomber, Tao Wang présente son banger absolu, un drone pliable, ultra stable, robuste, bardé de capteurs, qui peut voler 20 minutes depuis des kilomètres pour un peu plus de 1000 $. Pause, entre ça et ça, il s'est passé 6 ans.
seulement 6 ans. C'est fou, c'est fou, c'est fou. La fée dont rêvait Tao 20 ans plus tôt existe et s'appelle le Mavic Pro. Sa promesse, c'est un drone qui peut être piloté par n'importe qui. Et ça, c'est le début des emmerdes. Été 2017, 12 millions d'Américains sont devant leur télévision pour regarder les Emmy Awards. Better Call Saul, Game of Thrones, Ninja Warrior, nombreuses sont les productions nominées qui ont utilisé des drones DJI lors de leur tournage. Ce n'est donc pas un hasard si la cérémonie décerne à la marque l'Emmy Award de la plus grande innovation technologique de l'année. An Emmy goes to the 800-pound gorilla of the drone industry, DJI. Consécration absolue pour Tao Wang, pourtant c'est pas du tout à ce prix-là que fera allusion la presse en parlant de DJI les mois suivants. Bien loin de Los Angeles, le son caractéristique des drones résonne. Ce n'est pas le signal qu'un tournage a lieu dans le coin, mais celui qu'il faut courir. Consumer drones, flown by ISIS. L'État islamique utilise des drones de la marque DJI sur lesquels ils fixent des explosifs pour faire leur attentat. La presse internationale en fait les gros titres. DJI réagit rapidement, non seulement ils condamnent toute utilisation malveillante de leurs drones, ce qui est logique, mais ils vont plus loin, avec là encore une solution radicale que vous connaissez maintenant, le géofencing. Impossible de faire décoller un drone de la marque dans les zones où l'État islamique commet des attentats en Irak et en Syrie. Une solution très efficace qui permet à DJI de montrer patte blanche à la communauté internationale. Parallèlement, l'expansion de DJI continue, et au-delà du civil, ça commence à toucher le professionnel civil, pétant tous les records avec non plus que des vidéastes et des passionnés, mais également des pompiers, des sauveteurs, des techniciens qui s'équipent dans le monde entier des drones de la marque. On a aussi dans l'illégal avec des narcotrafiquants pour faire passer de la drogue, bien évidemment, mais aussi pour bombarder des cartels rivaux, comme dans cette vidéo dans la jungle où le drone finit par se faire tirer dessus. Des opposants politiques s'en emparent également, en 2018 dans une tentative d'assassinat contre Maduro, président, dictateur du Venezuela, ciblé lors d'un discours par 3 drones DJI M600, chacun chargé d'1 kg de C4. L'attentat fera 7 blessés, Maduro, lui, en sortira indemne. Des armées conventionnelles comme l'armée israélienne par exemple achètent des Mavic et des M600 équipés de caméras nocturnes pour de la surveillance, notamment de la bande de Gaza. L'armée de terre américaine a également pris l'habitude d'en avoir dans son équipement, sauf qu'une enquête interne au Pentagone conclut que les données envoyées et reçues par les drones de la marque DJI ne sont pas suffisamment sécurisées et qu'il y a un risque majeur de fuite. Ce qui donne lieu en août 2017 à une interdiction pure et simple d'utiliser ou d'acheter des drones auprès de DJI à toute l'armée américaine. Alors précisons-le, depuis des années maintenant, DJI nie en bloc toutes ces accusations et affirme systématiquement que l'utilisation de leurs drones est parfaitement sécurisée. Par la suite, plusieurs États vont bannir DJI des différents services publics qui en auraient utilité. Et même à terme, tout service fédéral a interdiction d'employer un drone de la marque. C'est-à-dire qu'en un an, DJI a été banni d'une quantité considérable de services aux États-Unis, première puissance mondiale et premier marché potentiel pour DJI. Sauf que oui et non. 3 ans plus tard, 90% des drones employés aux États-Unis dans les services de surveillance, de sauvetage, de pompiers ou autres sont des drones de la marque DJI. En fait, c'est complètement dingue. Malgré l'interdiction, la domination de DJI dans ces secteurs-là est encore plus prononcée que dans le civil, où c'est encore autorisé d'acheter des drones DJI. Concernant l'armée, il a fallu des années avant qu'il n'y ait plus un seul drone de la marque dans les rangs, pour la simple et bonne raison qu'aucun drone occidental ne proposait un produit aussi complet pour ce prix-là. Bref, je pense que vous l'avez compris, DJI semble inarrêtable, dans la mesure où l'entreprise domine plus que jamais le marché, que DJI a désormais des milliers d'employés dans le monde et est toujours au sommet de l'innovation, puisqu'en 2018, DJI déposera près de 3000 brevets. C'est beaucoup, c'est beaucoup. À titre de comparaison, son plus sérieux concurrent, Parrot, au même moment, en dépose une trentaine. Autre élément de comparaison, Tesla, cette année-là, en déposera 350, soit presque 10 fois moins que DJI. C'est aussi à ce moment-là, en 2018, que DJI s'offre Hasselblad, constructeur suédois d'appareils photo cultes et ultra prestigieux. Hasselblad, c'est la marque de tous les appareils photo du programme Apollo. DJI qui s'offre l'appareil photo des astronautes américains, longtemps symbole du génie aéronautique mondial, en pleine période de défiance américaine vis-à-vis de la marque, et tandis que les services américains ont le plus grand mal à s'émanciper de leurs drones, il faut admettre que le symbole est fou. Rien ne semble pouvoir arrêter l'expansion de DJI qui, fin 2019, représente près de 77% du marché mondial des drones. D'ailleurs, Tao Wang et son entreprise sortent des drones de plus en plus spécialisés, comme le MG1P pour l'agriculture, le M200 pour la recherche et le sauvetage, ou encore la série Mavic Enterprise qui propose des outils divers pour la surveillance des infrastructures, mais aussi la surveillance de vous et de moi. Et on peut dire que le timing était sacrément bien joué.
confinement. 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 Le confinement. Des millions d'habitants placés en quarantaine. File d'attente au supermarché. Confinement dans le monde entier, et toutes les images que vous venez de voir, qui vous sont sans doute familières, sont tournées par des drones DJI. Mais bon, ça ne s'arrête pas du tout là. 40 000 hectares vont être traités en Chine avec des drones agricoles de DJI qui diffusent des produits biocides pour nettoyer les rues du Covid. Dubaï et d'autres villes feront la même chose avec les mêmes drones. Les rues vont être scrutées pour inviter les rares passants à rentrer chez eux avec les nouveaux drones Enterprise et leurs haut-parleurs intégrés. Alors ces scènes-là ont lieu en Chine, mais aussi en France. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Police nationale. Pandémie Covid-19. Rentrez chez vous. En Norvège, certains proposent même de prendre la température des habitants avec la caméra thermique des derniers drones de la marque. Bref, bien loin de subir cette période comme la majeure partie des entreprises dans le monde, DJI en sort grandi. Mais c'est un autre événement tragique qui va les mettre encore plus en avant. Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine et bombarde les points stratégiques du pays. Poutine déclare que l'opération ne va pas durer plus que quelques jours. L'armée avance très vite, au point que des officiers de l'armée américaine annoncent la chute de Kiev dans les prochains jours. Pourtant, l'une des armées les plus puissantes au monde ralentit. Le conflit stagne. Le soutien américain, le soutien européen, la stratégie ukrainienne, la météo, mais pas seulement. Des civils ukrainiens, comme vous et moi, bidouillent des drones et les transforment en armes. Ils mettent au point des systèmes imprimés en 3D pour larguer des bombes via l'éclairage sur le Mavic 2. Attention, bien que les images qui vont suivre ne soient pas graphiques, elles illustrent la guerre et peuvent donc choquer. Des blindés russes de plusieurs dizaines de millions de dollars se font éclater par des drones de loisirs qui coûtent littéralement 1000 fois moins cher. Face à cette révolution, les yeux se tournent vers l'entreprise de Tao Wang, qui s'empresse de condamner toute utilisation de leurs produits dans un but malveillant, évidemment. DJI ira plus loin quelques jours plus tard en interdisant toute vente sur le territoire ukrainien mais également russe de leurs drones. Malgré l'interdiction, l'utilisation des drones ne diminue pas du tout, bien au contraire, elle s'intensifie. Et c'est important de préciser une chose, les drones de loisirs ne sont pas les seuls drones utilisés en Ukraine, ce ne sont pas non plus les premiers drones utilisés en situation de guerre. Déjà en Irak, les Américains employaient régulièrement leurs drones Predator et Reaper, devenus d'ailleurs symboles de leur action au Moyen-Orient. Ces drones militaires, conçus pour la guerre, parfois de reconnaissance, parfois pour tuer des gens, coûtent beaucoup plus cher. Avec des prix allant de 20 000 à plusieurs millions de dollars l'unité. Par exemple, le Black Hornet, petit bijou de technologie qui coûte la coquette somme de 200 000 €. Mais la différence et la révolution ici, c'est qu'entre les drones militaires, conçus pour la guerre, qu'on voit depuis plusieurs années déjà sur les zones de conflit, et les drones de loisirs bidouillés, ce sont finalement ceux-là qui inondent le champ de bataille. Mais alors pourquoi ? Pourquoi les drones de DJI sont devenus à ce point importants dans le conflit ? Eh bien parce qu'ils apportent simplicité, flexibilité, information et puissance. En pouvant décoller de n'importe où en quelques secondes et permettant d'observer les ennemis en toute discrétion depuis des kilomètres sans risquer quoi que ce soit. Imaginez qu'un missile seul coûte minimum 80 000 €. Un drone promet parfois le même résultat en étant bien plus simple à transporter, beaucoup moins coûteux et sans avoir besoin d'une grande formation de pilotage. Il s'illustre aussi en guidant de l'artillerie lourde, leur donnant un œil dans le ciel pour corriger les tirs de mortier, les rendant beaucoup plus meurtriers. Et puis également, et bien sûr, pour communiquer, pour la propagande de guerre. De nombreuses images de chaque camp inondent Internet grâce aux drones. C'est ce qui nous permet de voir par exemple ce soldat russe qui se rend, ou encore celui-ci qui semble dire adieu à ses adversaires peu avant d'être tué par un drone kamikaze. Car dans les drones de loisirs employés en Ukraine, il n'y a pas que ceux de DJI. Il y a aussi les drones FPV, beaucoup plus rudimentaires, généralement bricolés, moins chers que les drones de DJI et qui peuvent aller très très vite. Les drones FPV sont utilisés en accrochant une charge explosive dessus et en allant s'écraser sur l'adversaire. D'où le nom drone kamikaze. Très rapides, ils peuvent surprendre l'ennemi et l'atteindre dans des endroits très exigus, comme lorsqu'il se croit protégé dans un bunker ou dans un véhicule en mouvement, donnant lieu à des systèmes sortis de Mad Max pour s'en protéger. Ils peuvent même évidemment traquer un soldat, donnant des images qu'on ne pensait voir que dans des films de science-fiction. Ici, un soldat se sauve in extremis en projetant un sac sur le drone venu le tuer. L'inconvénient de ces drones FPV, c'est qu'ils demandent un certain niveau de compétence pour être pilotés, car totalement manuels, ce qui n'est pas le cas des drones DJI, comme vous le savez.
Ils ont également une autonomie nettement inférieure et une portée limitée. Les pilotes de FPV en Ukraine sont particulièrement appréciés et recherchés pour leurs compétences. Ce sont d'ailleurs parfois à l'origine juste des passionnés de drones FPV qui ont trouvé une place très importante dans l'armée lors de l'invasion russe. Alors, ce sont ces deux types de drones qui cohabitent sur le champ de bataille, les drones DJI et les drones FPV, en étant même parfois complémentaires, comme ici où le Mavic porte un répéteur pour étendre la portée du signal du drone FPV. Ou encore ici, en donnant la localisation de l'ennemi à l'autre pilote, rendant le ciel saturé de ces engins volants. Certains évitent des collisions avec des avions de chasse, et d'autres vont même récupérer des drones endommagés sur le champ de bataille afin qu'ils ne soient pas saisis par l'ennemi. Alors que les choses soient claires, je le répète, DJI condamne fermement tout ce que je viens de vous dire. Officiellement, DJI ne souhaite pas voir ces drones employés pour autre chose que du loisir ou du pro-civil. Pourtant, vous vous souvenez du géofencing en 2017 suite aux attentats de l'État islamique ou même en 2015 avec la Maison Blanche? Eh bien DJI ne l'aurait jamais fait en Ukraine. Je n'ai trouvé aucune trace nulle part d'un geste comme celui-là, et même pour être tout à fait franc, j'ai été complètement halluciné de voir que le géofencing en Ukraine ne concernait que les aéroports comme dans n'importe quel pays aujourd'hui. Voici Paris, voici Rome, ou encore Berlin, et voici le front ukrainien. Alors, on peut hacker un drone DJI pour pouvoir ignorer le géofencing. Mais 1, ça ne marche pas du tout sur tous les modèles. 2, ça n'est pas parfaitement fiable. Ça peut vraiment entraîner des complications à l'utilisation. Et 3, ça demande de savoir-faire. Et même le plus souvent, les services comme ça sont payants. Donc, bien qu'il existe des moyens d'ignorer le géofencing de DJI, dans les faits, ça reste contraignant de le faire et ça ne marche pas à tous les coups. Créer une no-fly zone sur toute l'Ukraine baisserait forcément l'utilisation des drones de la marque dans un but malveillant. C'est important que je vous le dise au passage, moi je prends pas position. Ce que je pointe du doigt, c'est cette contradiction entre les prises de parole de DJI qui condamnent toute utilisation malveillante, et de l'autre côté une réaction qui n'a pas du tout été la même que lors de la Maison Blanche ou celle de l'État islamique. Sur la guerre en Ukraine, aucune décision de géofencing n'a été appliquée. Mais vous allez voir, ça ne s'arrête pas là du tout. Car plus troublant encore, quelques mois après le début de la guerre, DJI a discrètement stoppé la vente de son aéroscope. Un produit à 60 000 € permettant de détecter la position des drones DJI aux alentours ainsi que leurs pilotes. C'était pourtant l'une des seules solutions existantes dans le commerce pour se protéger efficacement des drones DJI. Alors l'entreprise se justifiera en disant que ce produit avait été conçu pour les Américains et qu'à force de sanctions et d'intimidation, ça les a saoulés et ils ont décidé d'arrêter de le vendre. Alors c'est peut-être vrai, et peut-être qu'il n'y a aucun lien avec la guerre en Ukraine, c'est tout à fait envisageable, mais cela coïncide avec les nombreuses demandes de l'Ukraine à DJI de stopper tout service de l'aéroscope en Ukraine concernant les utilisateurs ukrainiens. Suite à ça, DJI a purement et simplement arrêté de vendre l'aéroscope à qui que ce soit sur Terre. Maintenant, moi, la question que je me suis posée, c'est ça représente quoi pour DJI, ce nouveau marché qui est celui de la guerre en Ukraine? En d'autres termes, est-ce que c'est significatif pour DJI ou est-ce que c'est une infime fraction de leur activité? Eh bien, c'est pas facile de savoir, mais on a quelques indices. Zelensky, le président de l'Ukraine, parle d'un besoin de 100 à 120 000 drones par mois, tout type de drones confondus. Ensuite, le Premier ministre ukrainien a indiqué en 2023 avoir besoin de produire beaucoup plus de drones sur le territoire national. Donnant au passage un chiffre, l'armée ukrainienne achèterait, d'après ses dires, 60% des Mavic vendus par DJI. Ce chiffre est important car c'est vraiment l'un des seuls, si ce n'est le seul, qui peut nous permettre d'estimer le marché que représente la guerre en Ukraine pour DJI. Le problème, c'est que DJI ne communique aucun chiffre de vente depuis des années maintenant. Ils ne disent pas combien de drones ils vendent, lesquels ils vendent le plus, et encore moins leur chiffre d'affaires par modèle de drone. Il va donc falloir se débrouiller un petit peu pour avoir une idée de ce que représentent 60% des Mavic vendus par DJI. Statista estime que 5 millions de drones de loisirs ont été vendus dans le monde en 2020. C'est un chiffre qui augmente chaque année, mais pour être prudent, pour 2023, on va donc partir de ce chiffre, 5 millions. Et on sait que DJI vend 70 à 80% des drones de loisirs dans le monde. 70% de 5 millions, DJI aurait donc vendu au moins 3,5 millions de drones de loisirs en 2023. Et c'est là où ça se corse, puisque ni DJI ni ses revendeurs ne communiquent sur la proportion de Mavic vendus. Franchement, j'ai dû passer une dizaine d'heures à chercher quelque chose, quoi que ce soit, qui nous donne un indice sur la quantité de Mavic vendus. La seule chose que j'ai à vous montrer, c'est ça, un document de vente d'une chaîne de magasins chinoise, type la Fnac, de 2021, qui illustre bien le très grand succès des Mavic, puisqu'à ce moment-là, les 9 drones les plus vendus dans leur magasin étaient des Mavic.
Alors si je suis parfaitement honnête avec vous, les derniers modèles Air et Mini de DJI ne sont plus estampillés Mavic, et ça rend les choses plus compliquées encore, puisqu'il est donc difficile de savoir si le Premier ministre ukrainien inclut ou non ces modèles dans sa prise de parole. Bon, du coup, au vu de combien les Mavic sont tout de même extrêmement populaires et qu'ils ont longtemps dominé le marché, je vous propose de considérer qu'au moins un drone sur 3 vendu par DJI est un Mavic. J'aurais aimé apporter un chiffre plus précis, mais bon, on va partir là-dessus. 30% des 3,5 millions de drones qui auraient été vendus en 2023 par DJI, cela donnerait donc 1 million de Mavic vendus sur l'année. Si on suit ce chiffre de 60% achetés par l'armée ukrainienne, cela donnerait donc 600 000 Mavic. 600 000 Mavic pour un prix moyen supérieur à 1000 €, cela représente tout de même plus ou moins 600 millions de chiffre d'affaires hypothétique pour DJI sur la guerre en Ukraine, pour le seul camp ukrainien, puisque les Russes aussi utilisent les drones de la marque. Cette estimation est imparfaite, mais les chiffres que je vous présente sont cohérents par rapport à d'autres indicateurs, comme les besoins officiels en drones de l'armée ukrainienne, les pertes de drones par brouillage russe, estimées à plus de 10 000 par mois, ou encore des déclarations ponctuelles d'experts en géopolitique, comme Dominique Trinquant lors de ce débat. Sur le front ukrainien, actuellement, il y a 2000 opérateurs, quotidiennement, 2000 opérateurs de drones, qui chacun en utilise 5 par jour, parce qu'ils se font détruire, parce que, etc. Ça fait 10 000 drones par jour. Sur l'année, on est entre 3 et 4 millions de drones consommés. Évidemment, DJI dément fermement vendre 60% de ses Mavic à l'armée ukrainienne, et en même temps, c'est tout à fait juste et vrai, puisque l'entreprise a cessé toute transaction en Ukraine et en Russie. En fait, ce qui se passe, c'est que des pays d'Union européenne fournissent des drones DJI à l'Ukraine, mais aussi les citoyens ukrainiens qui sont régulièrement sollicités pour en acheter dans les pays voisins et pour les ramener aux soldats. Soldats qui remercient par vidéo chaque achat par la suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est vrai que DJI ne vend pas directement ses drones à l'armée ukrainienne. En revanche, il est probable que DJI sache très bien qu'un nombre important de leurs drones finissent sur le front ukrainien. Pour la simple et bonne raison que les drones de la marque communiquent avec les serveurs de DJI. Et ça, vous allez le voir, c'est un point qui inquiète énormément. Aujourd'hui, les drones DJI sont équipés de caméras, de sonars, de radars, de capteurs infrarouges, de micros, de GPS et amassent une quantité considérable d'informations sur le terrain. Des informations qui étaient pendant longtemps non cryptées, d'après plusieurs travaux gouvernementaux et journalistiques, c'est-à-dire qui pouvaient être interceptées et lisibles par n'importe qui. Mais aussi qu'elles pouvaient tout à fait être exploitées par DJI en bout de chaîne. Sauf que depuis mai 2024, DJI a enfin crypté les données des utilisateurs, mais malheureusement, le problème n'est pas tout à fait résolu. Car désormais DJI fournirait des clés USB de décryptage au cas par cas aux groupes de sécurité équipés d'un matériel de détection de drone afin de pouvoir décrypter ces données. Le risque étant que DJI choisisse qui est en droit de décrypter ou non le ciel qui l'entoure. Quant à l'utilisation des données de drones par DJI, et donc peut-être par le gouvernement chinois, le problème demeure. C'est-à-dire que oui, tout est encrypté, mais l'entreprise a la clé de déchiffrement. À ce sujet, en interview début 2024, l'un des représentants américains de DJI apporte une réponse ambiguë. If people did worry about DJI drones, they could simply fly them in local data mode, where it does not connect to the internet, and then there is literally no way that the data could be taken from those products. And so there's zero risk. Malgré cet argument déstabilisant, DJI s'efforce régulièrement de présenter des audits, en d'autres termes des analyses faites par des organismes présentés comme indépendants, qui affirment que rien ne prouve l'existence de ces fuites de données sur les serveurs chinois. Des audits qui sont remis en cause, notamment par Henri Seydoux, vous vous souvenez, le papa de Parrot, lors de cette interview. Nous, on a étudié les audits de DJI et on pense qu'ils sont extrêmement superficiels et que c'est des audits de convenance. On a regardé comment étaient faits les logiciels DJI. Les logiciels DJI sont obfusqués et que DJI a, dans certaines conditions, entièrement le contrôle du drone et peut mettre les logiciels qu'il veut dedans sans que l'utilisateur ne sache. Des trucs extrêmement graves. Quand on utilise un drone DJI, on ne sait pas quelles sont les données qui partent en Chine, mais on est certain que c'est caché et qu'il y a des données qui partent en Chine et ce sont des données sensibles. Ceci n'est qu'un court extrait, mais je vous invite très fort à regarder la vidéo en entier, elle est passionnante, je vous mets le lien en description. Bref, j'ai beaucoup de mal à croire, à titre purement personnel, que DJI et le PCC n'utilisent pas cette masse considérable de données qui représente une data très précieuse, d'autant plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle, qui pourrait tout à fait s'occuper de synthétiser cet amas d'informations pour décrypter les stratégies des uns et des autres en Ukraine, voire même de jouer un rôle de renseignement capital dans un conflit de cette ampleur. Si je dis ça, c'est que quelques semaines seulement après le conflit, DJI est accusé de partager des données sur les positions ukrainiennes à la Russie. Une accusation que DJI a immédiatement démentie.
on commence à avoir fait un sacré tour des points dont je voulais parler avec vous sur la guerre en Ukraine et l'utilisation des drones DJI, mais il en reste un dernier. Au moment où DJI interdisait la vente de ses produits en Russie et en Ukraine, l'entreprise présentait de nouveaux drones dont la conception peut sembler particulièrement adaptée au conflit armé. Mais avant de vous parler de ça, je dois vous parler un tout petit peu de Xi Jinping, le président chinois. Dès 2015, Xi Jinping donne pour objectif à son pays la domination militaire, technologique et économique pour les 100 ans de la République populaire de Chine en 2049 et instaure la fusion militaro-civile, une stratégie qui consiste à faire travailler les grosses entreprises de la tech chinoise avec l'armée populaire de Chine afin que leurs produits trouvent une place aussi forte dans le civil qu'au sein de l'armée. En gros, tous les produits des entreprises majeures chinoises doivent être aussi utiles pour vous et moi que pour un soldat. À ce sujet, la Chine est très secrète, et c'est particulièrement le cas concernant l'armement et l'innovation militaire, comme toutes les grandes puissances, on va pas se mentir. Cependant, dès 2017, un journaliste présent au 2e salon mondial du drone de Shenzhen, ville de DJI, relate dans la presse locale. D'après les experts du secteur, la fusion militaro-civile dans l'industrie des drones est inévitable, et les avancées technologiques y jouent un rôle clé. Alors autant vous le dire, aucune preuve concrète n'existe quant à la participation de DJI à ce programme. Mais les produits de DJI peuvent souvent être vus sous ces deux aspects, militaire et civil. Par exemple, le Mavic 3 Enterprise et le 30T, sortis tous deux depuis le début du conflit en Ukraine, avec caméra thermique, zoom x200 et vision nuit. Il permet également de pointer sur l'écran un élément pour avoir les coordonnées GPS de cet endroit précis. Ce qui peut être super utile pour plein de trucs et notamment guider l'artillerie. Des modèles qui ont tout de suite été adoptés par les soldats, les customisant même pour avoir de plus grande autonomie. Des drones encore plus costauds destinés au monde agricole qui pourraient porter un soldat blessé en lieu sûr, larguer des grosses charges d'explosifs ou être équipés d'armes lourdes, comme on le voit ici. C'est aussi récemment que DJI a présenté sa gamme DJI Avata, un drone FPV avec des commandes ultra simplifiées grâce à une nouvelle télécommande qui permet de piloter le drone par simple orientation de sa main. Un drone absolument génial pour s'amuser ou tourner des plans, et je m'amuse moi-même énormément avec, mais qui peut rendre plus accessibles les drones kamikazes aux soldats non formés. D'ailleurs, la société française Abbott présente aujourd'hui tout un tas d'équipements pour l'Avata 2 dédiés aux groupes d'intervention comme la BRI. Ils le disent eux-mêmes, tout ça est lié à cette nouvelle télécommande, qui permet à n'importe quel opérateur d'une unité d'intervention de piloter facilement et sans formation. Malgré tout, je le répète, aucune preuve claire permet d'affirmer que DJI participe à la fusion militaro-civile en Chine. En revanche, on voit apparaître des entreprises qui illustrent bien le terrible potentiel de ce secteur dans l'armement. Et ce, notamment aux États-Unis. À l'heure où je vous écris cette vidéo, Feloni Aerospace a présenté deux modèles de drones dont l'apparence rappelle beaucoup le Mavic, qui seraient équipés d'un côté d'une charge d'explosifs et de l'autre d'une arme tirant des balles de 5,56, le tout avec une caméra thermique, une vision nuit et 40 minutes d'autonomie. Oui, c'est terrifiant. Ici, l'inspiration des drones de DJI est évidente, preuve s'il en est que Tao Wang, quelle que soit sa volonté, a d'ores et déjà marqué l'histoire de l'armement. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est quoi la suite ? That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Ce que vous venez de voir est un court-métrage de science-fiction de 2017 produit par une association qui a cherché à sensibiliser aux dangers des armes autonomes. Et à l'époque, on pouvait se rassurer en se disant que la technologie n'était pas encore suffisamment mature pour permettre de voir ça un jour, c'était ce que je m'étais dit à l'époque. Que ce soit la miniaturisation, l'intelligence artificielle, la qualité de caméra, les algorithmes de pilotage, aujourd'hui on peut considérer ce genre de drone comme abordable, techniquement. Le gros point noir, à l'époque déjà, c'était pour moi l'autonomie du drone. Encore aujourd'hui, on dépasse rarement une trentaine de minutes de vol avec une seule batterie, et sur des drones bien plus gros, qui peuvent donc avoir des batteries plus lourdes. Alors imaginez un drone autonome qui vole des heures, voire des jours durant, j'étais dubitatif.
Sauf que ça aussi, ça n'est plus vraiment d'actualité, puisque Betavolt, une entreprise chinoise, a présenté sa batterie nucléaire, de la taille d'une pièce de 1 centime et qui peut délivrer du courant pendant 50 ans. Imaginez un conflit où le ciel est saturé de drones autonomes qui cherchent l'ennemi sans relâche, jour et nuit, pendant 50 ans. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que je pense que s'il y a bien une entreprise qui est capable de produire un drone comme celui-là, sur le plan technologique, aujourd'hui, c'est DJI. Je pense même qu'il y a un paquet de trucs qui pourraient les pousser à le faire. Vous vous souvenez du début de la vidéo ? De la perquisition japonaise de 2005 sur les hélicoptères autonomes Yamaha ? Eh bien, si la police nippone était à ce point préoccupée de voir ses produits envoyés en Chine, c'est parce que déjà en 2005, les services de renseignement japonais affirmaient avoir des preuves que l'armée populaire de Chine comptait les armer, notamment aux frontières avec l'Inde, et ce, avant que DJI n'existe. Ironiquement, 20 ans plus tard, ces appareils sont complètement obsolètes et le Japon est très en retard par rapport à la Chine en matière de drones. Quand on connaît la stratégie de fusion militaro-civile de Xi Jinping, quand on voit dans les salons d'armement combien la Chine est particulièrement innovante sur les drones, quand on observe l'offensive de l'armée chinoise dans les eaux internationales, quand on sait que le budget de l'armée chinoise augmente chaque année, il est imaginable que DJI et le PCC collaborent dans la création d'une arme comme celle-ci. Je dis pas que ça existe, je dis même pas que c'est probable, je dis juste qu'on a le droit d'en avoir peur. Aucun texte de loi internationale ne limite la construction et l'utilisation d'armes autonomes. Des drones comme ceux-là peuvent tout à fait être conçus légalement. Et Tao Wang dans tout ça ? Eh bien, Tao, il s'est pas exprimé publiquement depuis 2017. Les pensées du PDG de DJI sont plus secrètes encore que la construction de leurs drones, et ce passionné de modélisme est désormais la tête dans les nuages au sommet des 2 tours DJI, à 200 mètres de haut, à quelques pas de son ancien local de 20 mètres carrés dans lequel tout a commencé. Un détail qui, je trouve, a du sens, il est inscrit sur la porte de son bureau une phrase qu'on pourrait traduire par « Utilisez votre cerveau sans vos sentiments ». Tao Wang, qui, enfant, avait simplement rêvé de piloter un hélicoptère radiocommandé en toute simplicité, a marqué l'histoire de son pays, marqué celle de l'aéromodélisme, mais aussi celle de la guerre. Et sans doute, une partie de notre avenir. Bon, je viens de finir de regarder le montage et je me rends compte que ça donne un petit peu envie de se foutre en l'air tout ça, donc je suis vraiment désolé si ça vous a impacté. J'ai une dernière information à vous donner, c'est que j'ai envoyé un mail à la communication de DJI avec pas mal de questions et leur laissant l'ouverture pour un droit de réponse par rapport à cette vidéo, et ils ne m'ont pas répondu. Avant que cette vidéo se termine, j'aimerais vous parler un petit peu de la genèse de ce documentaire. D'abord, je suis pas du tout un spécialiste en drone ou en armes. Moi, mon métier, c'est de raconter des histoires avec une caméra. Le plus souvent, ce sont des histoires vraies, ce qu'on appelle donc du documentaire ou du reportage, et j'en profite pour vous partager quelques images que j'ai tournées avec des drones ou des stabilisateurs DJI ces dernières années. Ça fait quasiment 10 ans que DJI a trouvé une place particulière dans les outils qui m'accompagnent en tournage, et il y a un petit peu moins d'1 an, j'ai acheté l'Avata 2, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et je me suis rendu compte que je connaissais rien de cette entreprise, dont je suis pourtant un fidèle client. Et c'est justement en enquêtant, d'abord un petit peu, puis finalement chaque jour pendant des semaines, que j'ai été saisi du même vertige que vous probablement pendant cette vidéo. C'était un vertige pour moi parce que j'aime très fort les produits de DJI, et en particulier les drones. Le premier que j'ai utilisé c'était le Phantom 2, puis le 3, puis le 4, puis le Mavic 1, puis le Mavic 2, puis l'Avata comme je vous l'ai dit, et ces drones m'ont permis de ramener des images fantastiques dans des conditions de tournage parfois très compliquées. Et c'est parfois difficile d'expliquer le rapport qu'il y a entre un artisan et son outil, mais moi vraiment j'ai beaucoup d'amour pour les drones DJI. Depuis des années maintenant, les produits de DJI me donnent les moyens de mes ambitions en tout lieu et en tout temps. Et au-delà de faire des beaux plans, ce sont des plans qui racontent quelque chose que je n'aurais pas pu raconter avec ma caméra principale. Découvrir que ces caméras volantes que j'aime tant cachent une face très sombre, ça m'a mis vraiment une sacrée claque. Et c'est précisément cette claque qui m'a donné envie de faire ce petit documentaire et de passage, lancer cette chaîne YouTube. Ça m'a pris à peu près 1 an pour faire cette vidéo, déjà parce que je voulais que ce soit bien, parce que c'est un exercice nouveau pour moi, là, de vous parler comme ça, et puis aussi parce que j'ai d'autres projets à côté, tout simplement. Ce qui a pris le plus de temps, c'est l'enquête sur DJI, aussi parce que cette entreprise est très secrète et qu'il m'a fallu des semaines de travail pour réunir tout ce que vous avez vu. En fait, il en reste même un petit peu que je n'ai pas pu aborder pendant la vidéo et que je vous mettrai en commentaire pour les plus curieux et curieuses d'entre vous. Bref, tout ça pour dire que j'espère que ça vous a plu, vraiment, et que aussi, l'une des choses qui me pousse à venir sur YouTube, c'est de pouvoir échanger avec les personnes qui regardent ce que je fais, ce qui est pas possible à la télévision. Donc si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire,
ou à préciser sur tout ça. Si vous voulez débattre, bah, exprimez-vous en commentaire, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis si vous voulez d'autres formats comme cela, likez la vidéo et abonnez-vous, j'ai plusieurs idées de docu YouTube qui pourraient suivre, ça fait plusieurs mois que j'y pense. Si ça vous branche et que vous êtes assez nombreux à être abonnés, parce que bon, bah c'est du boulot quand même, bah moi je suis trop chaud. Prenez soin de vous, et j'espère à bientôt. What is life when you really think about it? Life is love, you can really sink without it. Speak to something high above. When I reach the peak of mountain, symbolic is like a dove. Always let it even